Elle s'appelait Dorothy Skerritt. Elle était la dernière, le dernier qui a travaillé avec lui, la dernière personne à l'avoir vu vivant dans la chambre 327 de l'hôtel New Yorker. La dernière personne à savoir ce qu'il pensait vraiment ces nuits des New-Yorkaises calmes solitaires et chargées de grésillements d'électricité statique. Pendant des décennies, elle est restée silencieuse. En fidèle secrétaire, en gardienne des secrets d'autrui, elle gardait en elle ce qu'elle avait vu. Elle l'a gardé pendant des décennies, pendant que le monde construisait des mythes sur son patron. Les mythes du génie fou du maître de la foudre de l'homme qui parlait aux pigeons. Elle a vu son nom être transformé en attraction. Jusqu'à ce que dans les années 1990, à l'approche de sa propre mort, Dorothy Skerritt, alors âgée de 90 ans, ne décide de rompre son vœu. Un vœu qu'elle n'avait pas fait à Tesla, mais à elle-même, un vœu de silence né de la peur et de la révérence. Le journaliste assis à son chevet dans le petit appartement s'attendait à entendre des histoires sentimentales sur son excentricité, sur la façon dont il nourrissait les oiseaux depuis le rebord de la fenêtre, sur les éclairs de lumière dans sa tête, sur la vieillesse du génie. Mais au lieu de cela, ses lèvres desséchées prononcèrent ce qui changea tout. « Ils mentent, murmura-t-elle. Ils mentent sur ce qu'ils ont trouvé. Ils ont dit au monde qu'il était spéculatif, qu'il était impraticable, philosophique. Ils ont menti. » Le journaliste se pencha plus près. « Qui sont-ils, FBI? » La vieille lame hocha la tête. « Ils ont tout pris. Immédiatement après sa mort, 2 camions. Ils ont forcé le coffre-fort. Ils cherchaient le rayon de la mort. Ils ne l'ont pas trouvé, mais ils ont trouvé quelque chose d'autre. Quelque chose qui les a effrayés bien plus que n'importe quelle arme. » Elle fit une pause. Ses yeux regardaient à travers le journaliste vers le passé. Il l'a enregistré. Il l'a entendu au Colorado dès 1899. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seront la meilleure des remerciements. Merci. Le journaliste fronça les sourcils. Vous parlez des signaux à propos de Mars. Tout le monde connaît cette histoire. Il s'est trompé. Un faible sourire amer apparut sur le visage de Dorothy. Tout le monde pensait qu'il était fou. Il le pensait lui-même. Il pensait que c'était Mars. Il avait tort. Mais il avait raison de dire que ce n'était pas de la Terre. Il avait raison sur l'essentiel. Et cette nuit-là, le 8 janvier 1943, lorsqu'ils ont pris d'assaut sa chambre comme des vautours, ils ne cherchaient pas des armes, ils cherchaient des preuves. La preuve que son système fonctionnait, qu'il avait ouvert le tiroir, et qu'ils l'ont enterré pendant 50 ans. Cette enquête commence par une confession sur le point de mourir par la clé, qui ouvre les archives les plus vastes, les plus secrètes et les plus étranges de l'histoire du 20e siècle. Archives de Nikola Tesla. Nous connaissons tous les mythes, mais et si la vérité était bien plus choquante, ce qui s'est réellement passé dans ce laboratoire de Colorado Springs, ce qu'il a entendu et pourquoi le gouvernement américain a tout mis en œuvre au cœur de la Seconde Guerre mondiale pour s'emparer des papiers de cet immigrant mort et ruiné. Aujourd'hui, nous ouvrons le dossier 017-1912, dossier secret du FBI sur Nikola Tesla. Pour comprendre ce que le FBI craignait, nous devons comprendre qui il était vraiment. Nikola Tesla n'est pas seulement un inventeur, c'est une anomalie. C'est un homme qui semblait venir du futur ou d'une autre réalité. Il est né à minuit pile entre le 9 et le 10 juillet 1856 dans le petit village serbe de Smiljan sur le territoire de la Croatie actuelle. Et il est né, selon la légende familiale, pendant l'orage le plus violent du siècle. La sage-femme qui a accouché a dit avec horreur à sa mère, « C'est un enfant des ténèbres, un enfant de la tempête. » À quoi la mère de Georg Tesla répondit, « Non, il sera un enfant de la lumière. » Cette phrase est devenue une prophétie. Sa mère, Gyuka, était illettrée, mais une inventrice de génie d'appareils ménagers capable de réciter par cœur des milliers de vers de l'épopée serbe. Son père, Milutin, était un prêtre orthodoxe, un homme aux règles strictes et à l'immense bibliothèque, qui s'attendait à ce que son fils suive ses traces. Mais le garçon avait des visions. Ce n'est pas une métaphore. Dès son plus jeune âge, Tesla souffrait d'une étrange maladie. Il a vu des éclairs de lumière vifs et éblouissants qui obscurcissaient complètement la réalité. Selon lui, ces éclairs étaient suivis d'images. Il ne se contentait pas de penser aux inventions, il les voyait.
Il les voyait dans son imagination, dans les moindres détails en 3D, avec leurs dimensions et leurs textures. Il pouvait assembler une turbine dans son imagination, la mettre en marche, la laisser fonctionner pendant une semaine, puis la démonter mentalement et voir quelle pièce s'était usée. Il n'avait pas besoin de plan. Il n'avait pas besoin de maquette. Son esprit était le premier simulateur de réalité virtuelle au monde. Le traumatisme clé qu'il a formé s'est produit dans son enfance. La mort de son frère aîné Dane. Dania était un génie, l'espoir de la famille. Il est décédé des suites d'un accident de cheval. Les parents étaient dévastés et tout le reste de sa vie, Nicolas a senti qu'il devait prouver qu'il était digne, qu'il n'était pas inférieur à son frère décédé. Ce complexe d'infériorité, ce désir désespéré de se montrer au monde, est devenu son principal moteur. Il s'est enfui de chez lui à étudier à l'École supérieure technique de Graz, à l'Université de Prague. Il était obsédé. Il travaillait 20 heures par jour et dormait 2 à 3 heures. Il s'est conduit à une dépression nerveuse totale. Il a abandonné ses études. Il est devenu joueur et est tombé dans l'addiction, perdant tout son argent en voyageant à travers l'Europe. Et puis, en 1881, il a redémarré. Il a déménagé à Budapest, trouvé un emploi dans une compagnie télégraphique, et là, en se promenant dans le parc avec son ami et en citant le Faust de Goethe, il a vu cela, ce même éclair de lumière. Et pour elle, la solution au problème sur lequel se sont cassés les dents les meilleurs esprits de la planète. Champ magnétique tournant. Principe de fonctionnement d'un moteur à courant alternatif. Il a dessiné un schéma avec un bâton directement sur le sable dans le parc. C'était un moment qui allait changer le monde. En 1882, il est à Paris, travaille pour la Continental Edison Company et répare leur générateur à courant continu inefficace. Il essaie de parler à ses patrons de son nouveau système de courant alternatif. Ils se moquent de lui et alors il décide qu'il doit rencontrer le pape lui-même. En 1884, il embarque pour New York. Pendant la traversée en bateau, une mutinerie éclate. Il se fait voler. Il arrive en Amérique avec 4 sous en poche, quelques poèmes et une lettre de recommandation pour la seule personne qu'il considérait comme son égal, Thomas Alva Edison. La lettre de son supérieur à Paris disait « Cher Edison, je connais 2 grands hommes. L'un, c'est vous, l'autre, c'est ce jeune homme qui se tient devant vous. » Edison, le magicien de Menlo Park, était l'idole de Tesla, mais il était aussi son exact opposé. Edison était un praticien, un expérimentateur brutal, un homme d'affaires. Sa méthode est 1% d'inspiration, 99% de transpiration. Il a essayé des milliers de variantes de filaments incandescents jusqu'à en trouver une qui fonctionne. Il construisait le monde sur le courant continu. C'était simple, clair, mais monstrueusement inefficace. Le courant continu ne pouvait pas être transmis sur de longues distances. Il perdait de la puissance. À chaque kilomètre, il fallait construire une nouvelle centrale électrique coûteuse. C'était un monde de courte laisse, un monde où Edison contrôlerait chaque pâté de maison. Tesla, un aristocrate grand, élégant et parlant avec un accent, a apporté avec lui de la magie. Il a apporté le courant alternatif CA, un système qui, grâce à un dispositif ingénieusement simple, le transformateur pouvait élever la tension à des centaines de milliers de volts, transmettre l'énergie par un fil fin sur des centaines de milliers de kilomètres, puis l'abaisser à nouveau à un niveau sûr dans la maison. C'était de la liberté. C'était un réseau. Edison comprit immédiatement que cet immigrant était une menace mortelle. D'abord, il l'a embauché. Il a offert 50 000 $ à Tesla, ce qui équivaut aujourd'hui à 5 millions de dollars s'il améliorait ses générateurs à courant continu défaillants. Tesla, obsédé par le travail, l'a fait en quelques semaines en repensant tout le système. Quand il est venu chercher l'argent, Edison lui aurait ri au nez. « Jeune homme, dit-il, vous n'avez pas encore compris notre humour américain. » Tesla est parti le même jour. Il a creusé des fossés pendant 1 an pour 2 $ par jour. Le génie qui a inventé le 20e siècle creusait la terre pour ne pas mourir de faim. Mais on l'a trouvé. Il a été trouvé par George Westinghouse, industriel, inventeur et aventurier. Et contrairement à Edison, il était ingénieur. Il a compris les mathématiques de Tesla. Il a acheté ses brevets, il lui a donné un laboratoire et la guerre des courants a commencé.
Ce n'était pas seulement une bataille de brevets, c'était une guerre de relations publiques et sale et sanglante. Edison, voyant qu'il était en train de perdre technologiquement, décida d'effrayer le monde. Il a lancé une campagne de discréditation. Il voulait prouver que le courant alternatif de Tesla était la mort. Les agents d'Edison, menés par un ingénieur nommé Harold Brown, ont commencé des démonstrations publiques effrayantes. Sous les yeux des reporters, ils ont électrocuté des chiens errants, des chats, des chevaux et des veaux avec du courant alternatif. Ils voulaient que les mots courant alternatif et mort deviennent synonymes, mais même cela ne suffisait pas. Edison a secrètement financé Harold Brown, qui faisait pression dans l'État de New York pour une nouvelle méthode d'exécution humaine. Il s'appelait la chaise électrique. Et bien sûr, il ne devait fonctionner qu'avec le courant alternatif de Westinghouse. L'idée était que dans chaque journal du pays, on trouve la phrase Westinghouse a été électrocuté. En 1890, le premier client de la chaise électrique, William Kemmler, a été exécuté. Ce fut une torture monstrueuse. Il a fallu le faire frire 2 fois jusqu'à ce que de la fumée s'échappe de son dos. Edison a gagné non. Tesla a répondu. Sa réponse était du pur théâtre arrogant et génial. 1893, Exposition universelle de Chicago. C'était une bataille pour la lumière. Edison et J.P. Morgan, son investisseur, voulaient éclairer l'exposition avec leurs lampes à courant continu, mais Westinghouse et Tesla ont remporté le contrat en proposant un prix 2 fois moins élevé. Ce fut un triomphe. La nuit de l'inauguration, le président Grover Cleveland est appuyé sur un bouton et 100 000 lampes alimentées par le courant alternatif de Tesla ont inondé la ville blanche de lumière. C'était un miracle, mais Tesla est allé plus loin. Dans son pavillon personnel, il a organisé un spectacle qui l'a rendu une superstar. Il se tenait sur scène, un tube en verre à la main phosphorescent non connecté à quoi que ce soit, et il brillait. Il faisait passer 250 000 volts de courant alternatif haute fréquence à travers son propre corps. Son corps était enveloppé d'une couronne de foudre étincelante et bourdonnante, et des ampoules brûlaient dans ses mains. Il a prouvé 2 choses qu'Einstein, si l'on comprend correctement la physique, est absolument sûr, et qu'il est un putain de magicien. Il a gagné la guerre, il a éclairé l'Amérique, il a construit un pont vers le 20e siècle, mais il n'était plus là. Son esprit était d'ailleurs. Il était au Colorado. En 1899, Tesla déménage. Il s'enfuit de New York. Il a besoin d'espace. Il a besoin de repos. Il a besoin d'altitude. Il construit son laboratoire dans le Colorado SPR-NCS sur un plateau à 2000 mètres d'altitude. L'air est sec et raréfié ici. Diélectrique parfait. Et c'est précisément ici, au pied du Pikes Peak, que les orages les plus forts et les plus violents d'Amérique font rage. Il n'est pas venu ici simplement pour étudier les éclairs, il est venu pour les surpasser avec l'argent d'investisseurs comme John Jacob Astor, qui pensaient qu'il créait un nouveau système radio amélioré pour qu'ils puissent être les premiers à connaître les cours de la bourse. Il construit quelque chose qui dépasse encore l'entendement. Au centre du plateau désertique, il construit une tour en bois de 60 mètres de haut. Au sommet, il y a une sphère géante en cuivre. En dessous, s'enfonçant dans la terre sèche, un système de mise à la terre très complexe. Et au centre du bâtiment, son chef-d'œuvre. La plus grande et la plus puissante bobine Tesla jamais construite. Amplificateur. Ce n'était pas juste un transformateur, c'était un instrument de musique accordé pour résonner avec la planète elle-même. Qu'est-ce qu'il faisait la nuit quand toute la vallée s'endormait? Tesla verrouillait les lourdes portes en chaîne, enfilait ses bottes à semelles en caoutchouc de 26 cm d'épaisseur et actionnait l'interrupteur. Ce qui s'est passé ensuite, les habitants de Colorado Springs l'ont décrit comme l'apocalypse, comme la colère de Dieu. D'abord, une lueur bleue fantomatique, les feux de Saint-Elme commençaient à suinter de la sphère de cuivre au sommet de la tour. Puis un bourdonnement sourd, aigu et croissant se faisait entendre, faisant trembler les dents. Et puis le silence. Et dans ce silence, un éclair jaillissait de la sphère, un éclair artificiel de 100 ou 200 pieds de long frappant le ciel, 12 et selon certaines estimations, jusqu'à 100 millions de vols. Des éclairs d'une telle puissance que le tonnerre s'est fait entendre à 25 km de là, dans la ville voisine. La terre sous les pieds grondait. Les objets métalliques dans un rayon d'1 mile étaient électrisés.
Les chevaux dans les pâturages tombaient à terre avec horreur, recevant des décharges à travers leur fer à cheval métallique. Les papillons qui passaient imprudemment près de la tour s'enflammaient et brûlaient dans l'air entouré d'auréoles bleues. Et Tesla lui-même était assis à l'intérieur au centre de ce chaos assourdi par le rugissement et prenait froidement des notes dans son journal de laboratoire. Un soir, lors d'une expérience particulièrement puissante, il a surchargé le système. Il a aspiré toute l'énergie de la centrale électrique de la ville. Toute la ville de Colorado Springs était plongée dans l'obscurité, mais sa tour continuait de briller et de rugir alimentée par l'énergie qu'elle avait elle-même accumulée en elle. Qu'est-ce qu'il foutait de bon sang? Il ne créait pas seulement des éclairs, il électrisait la planète. Il a utilisé la Terre comme un résonateur géant. Il envoyait dans la croûte terrestre des impulsions d'une puissance si monstrueuse qu'elle, réfléchie par le noyau et l'ionosphère, revenait, créant une onde stationnaire. Il a prouvé, la Terre résonne. Elle résonne comme une cloche géante si on la frappe avec la pureté appropriée. Ces expériences ont été d'un succès inimaginable. Il pouvait allumer des ampoules simplement plantées dans le sol à plusieurs kilomètres de la tour. Sans fil. Il a prouvé que la transmission d'énergie sans fil était possible. Mais en cours de route, il est tombé sur quelque chose d'autre. Il n'avait pas seulement un émetteur, il avait un récepteur, le récepteur radio le plus sensible de la planète qu'il ait jamais créé. Il était si sensible qu'il pouvait capter les perturbations atmosphériques des orages à l'autre bout du monde en Indonésie. Tesla a été le premier au monde à enregistrer les atmosphériques, les signaux radio générés par la foudre. Il a appris à les suivre. Juillet 1899. Tesla est assis dans son laboratoire. Nuit. L'appareil est allumé. Silence. Il écoute le pouls de la planète. Et soudain, à travers le bruit statique habituel, il entend ça. Bip, bip, vape. Ce n'était pas comme le craquement chaotique d'un orage. C'était rythmé. C'était artificiel, c'était raisonnable. Dans son journal, il a écrit « Je n'oublierai jamais le sentiment que j'ai éprouvé quand j'ai réalisé que j'avais peut-être été témoin de quelque chose qui aurait des conséquences incalculables pour l'humanité. » Tesla était un scientifique jusqu'au bout des ongles. La première chose qu'il a faite a été d'éliminer « Ce ne sont pas des interférences terrestres. » Il connaissait leur voix. Ce n'est pas le Soleil. Il a vérifié l'activité solaire. Ce ne sont pas des orages. Il les suivait sur toute la planète. C'est quelque chose de différent. Il venait d'en haut de l'espace. Son cerveau s'est mis à fonctionner à toute vitesse. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il était un homme de son temps. En 1899, le monde entier était obsédé par Mars. L'astronome italien Giovanni Schiaparelli avait publié ses observations des canaux sur Mars plusieurs années auparavant. En italien, ce sont des canaux, en anglais, ils ont traduit cela par canals. Les canaux sont artificiels. L'aristocrate américain Percy Lowell vient de construire un observatoire entier pour cartographier ces canaux et a publié un livre prouvant qu'il existe une ancienne civilisation mourante sur Mars qui construit des systèmes d'irrigation. Herbert Wells vient d'écrire La guerre des mondes. L'idée d'une ancienne civilisation intelligente sur la planète rouge n'était pas de la science-fiction, mais une hypothèse scientifique sérieuse. Et Tesla, abandonnant toutes les autres options, est arrivé à la seule conclusion qui lui semblait logique. C'est Mars. Ils répondent. Il l'a immédiatement annoncé à la presse. Et le monde a ri des journaux qui l'appelaient autrefois Prométhée. Maintenant, ils sortent avec des titres « Tesla parle à Mars ». Le génie est devenu fou. Sa réputation déjà entamée par la guerre avec Edison s'est effondrée. La communauté scientifique lui a tourné le dos. Les investisseurs se sont volatilisés. Son principal mécène, J.P. Morgan, le banquier le plus puissant du monde, qui lui avait donné de l'argent pour la radio, a compris que Tesla construisait quelque chose d'autre. Quelque chose que Morgan ne pourrait pas contrôler. Il construisait de l'énergie gratuite. La légende raconte que lorsque Tesla, ravi, courut vers Morgan et dit « Je peux donner de l'énergie au monde entier sans fil. » Morgan a posé une simple question. « Et où diable vais-je fixer ce compteur? » Tesla, un idéaliste, ne pensait pas au compteur, il pensait à l'humanité. Morgan a immédiatement coupé le financement. Le projet Tesla Dream. La tour géante Wardenclyffe sur Long Island, qui devait fournir de l'énergie sans fil,
et des communications au monde entier n'a jamais été achevé. Morgan a cessé de financer après que Guglielmo Marconi, utilisant 17 brevets de Tesla en 1901, ait réussi à envoyer le premier signal radio transatlantique. Morgan avait besoin d'une radio, pas d'une utopie. Tesla était furieux. Marconi est un bon gars, disait-il. Qu'il continue. Il utilise 17 de mes brevets, mais il était trop tard. La tour a été démolie pour être vendue à la ferraille en 1917 officiellement pour rembourser les dettes de Tesla et empêcher les espions allemands de l'utiliser pendant la Première Guerre mondiale. Tesla est devenu un ermite. Il a passé le reste de sa vie, soit 40 ans, dans une chambre de l'hôtel New Yorker. Ruine oubliée de tous. Il continuait à travailler dans son esprit. Il élaborait dans son imagination des appareils de plus en plus étranges, presque mystiques des rayons de la mort des téléforces, des oscillateurs à tremblement de terre, et bien sûr, il parlait aux pigeons. Il est décédé le 7 janvier 1953 à l'âge de 86 ans, endetté jusqu'au cou. L'histoire semblait terminée, et c'est là que nous revenons à notre assistante Dorothy Skeet. Qu'a-t-elle voulu dire quand elle a dit « Il pensait que c'était Mars ». Il avait tort, mais il avait raison de dire que ce n'était pas de la Terre. Découvrons cette anomalie. Qu'est-ce que Tesla ait réellement pu entendre en 1899? Le signal était rythmique. Bip, bip, bip. Qu'est-ce que c'était? Et ici, nous ouvrons un nouveau chapitre qui ne commence pas au Colorado, mais à Cambridge. Transportons-nous en 1967. Université de Cambridge, Angleterre. Une doctorante nommée Jocelyn Bell Burnell travaille avec un nouveau radiotélescope géant. Son travail est ennuyeux. Elle passe en revue des centaines de mètres d'impression papier de données, et une nuit, elle remarque une anomalie, un bruit étrange, une interférence sur la bande. Il vient du même point dans le ciel. Elle pointe le télescope et elle entend bip, bip, bip. Un signal qui se répète avec une régularité parfaite, inhumaine, effrayante, toutes les 1 à 3 secondes. Il était si régulier qu'elle et son directeur de recherche, Anthony Hewish, l'ont surnommé en plaisantant LGM-1, Little Green Man, un petit homme verse 1. Ils ont aussi sérieusement envisagé la version selon laquelle il s'agissait d'extraterrestres. Mais ce n'était pas le cas. C'était quelque chose qui a changé l'astronomie. C'était un pulsar, une étoile à neutrons super dense en train de mourir de la taille d'une ville, mais avec une masse supérieure à celle du Soleil. Tournant à une vitesse folle et émettant un faisceau d'ondes radio comme un phare spatial. Pour cette découverte, Hewish a reçu le prix Nobel. Jocelyn Bell, qui l'a réellement découvert, n'est pas là. Et maintenant, retournons en 1899 à Tesla à sa tour. Et si son émetteur amplificateur, son bobine géante, n'était pas seulement un émetteur? Et si, sans le savoir, il avait construit le premier radiotélescope au monde? Et si sa voiture était si sensible qu'elle avait pu entendre non pas Mars, mais un pulsar? Par exemple, PSR 0329, l'un des pulsars les plus brillants et les plus puissants de l'hémisphère nord. Tesla, qui avait 68 ans d'avance sur son temps, a capté un signal provenant de l'espace lointain. Il a fait l'une des plus grandes découvertes astronomiques de l'histoire et l'a mal interprétée. Il a pris l'astrophysique pour une intelligence extraterrestre. Mais si ce n'était qu'une erreur, pourquoi le FBI aurait-il eu besoin de ces papiers? Et c'est là que commence le véritable thriller. Le 7 janvier 1953, Tesla meurt. Le 8 janvier, son corps est retrouvé par une femme de chambre. Et le même jour, le gouvernement entre en jeu. Le neveu de Tesla, Sava Kasabonic, un diplomate yougoslave vivant à New York, se précipite à l'hôtel New Yorker. Il découvre que la chambre 33 et 27 a été forcée. Le coffre-fort de Tesla a été forcé. Les agents de l'Office of Alien Property, une sinistre organisation d'époque de guerre qui avait le pouvoir de saisir les biens des étrangers ennemis. Tesla était un citoyen américain naturalisé mais originaire de Yougoslavie qui était alors occupé par les nazis. C'est là qu'ils scellent la pièce. Ils saisissent tous ses journaux, toutes ses notes, toutes ses maquettes, 2 camions, plus de 80 coffres de papier. Pourquoi le gouvernement américain, au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, au plus fort du projet Manhattan, aurait-il eu besoin des papiers d'un vieil homme de 86 ans fou qui parlait aux pigeons? Cherchait-on-il le rayon de la mort? C'est la version officielle.
Tesla a vraiment affirmé avoir inventé un téléphare capable d'abattre 10 000 avions à une distance de 400 km. Il a essayé de le vendre aux États-Unis, au Royaume-Uni, à la Yougoslavie et peut-être même à l'Union soviétique. Le FBI craignait avec panique que ses plans ne tombent entre les mains des nazis ou des soviétiques. Mais, et si elle cherchait quelque chose d'autre, le FBI avait besoin d'un expert. Quelqu'un qui pourrait comprendre ces formules folles, quelqu'un qui comprenait la physique des hautes tensions. Ah, et ils se sont tournés vers un professeur du Massachusetts Institute of Technology, MIT, un ingénieur brillant qui était un expert de premier plan en rayon X, en radar et en haute tension. Il s'appelait John J. Trump, oui, l'oncle du 45e président des États-Unis, Donald Trump. C'est un fait choquant mais absolument réel et documenté. C'est à John Trump, un génie du ministère des Affaires étrangères, qu'on a confié l'ouverture de la boîte noire de Tesla. Il a passé 3 jours avec les papiers, puis il a écrit son rapport. C'est le rapport qui a été classé secret pendant des décennies, la clé de tout. Dans celui-ci, le professeur Trump a conclu que les papiers de Tesla étaient inutiles. Je cite, les pensées et les efforts de Tesla au cours des 15 dernières années ont été principalement spéculatifs, philosophiques et quelque peu publicitaires par nature, mais ils n'ont pas produit de nouveaux principes ou méthodes sains viables et applicables. Et l'affaire est close. Un agent du FBI a écrit sur le dossier rien de précieux. Et 80 coffres ont pourri dans l'entrepôt, mais Dora Tiscaret savait que c'était un mensonge. Et voici sa dernière véritable bombe. Ils ont menti, murmura-t-elle. Ce professeur Trump, il était lui-même un génie de haute tension. Il était l'un des rares sur la planète à pouvoir comprendre ce que disait Nicolas. Il ne pouvait pas ne pas le voir. Qu'est-ce que c'est? Il ne cherchait pas un rayon de la mort, il ne cherchait pas des signaux de Mars, il cherchait le vrai secret. Le secret de l'amplificateur. Le secret de la tour Wardenclyffe. La tour Wardenclyffe à Long Island n'était pas seulement une tour de radio. C'était un projet qui était censé changer le monde. Tesla n'allait pas se contenter d'utiliser les ondes radio que Marconi envoyait à travers l'atmosphère. Il allait utiliser la Terre. Il a prouvé dans le Colorado que le globe terrestre et son ionosphère sont un condensateur sphérique géant. Il pouvait le charger d'énergie. Son plan n'était pas d'envoyer un signal, mais de créer un champ énergétique global. N'importe qui, n'importe où sur la planète pourrait planter une simple tige avec un résonateur accordé dans le sol et obtenir de l'énergie. L'électricité est gratuite sans fil pour tout le monde. C'est ce que JP Morgan craignait. Comment allez-vous mesurer l'énergie qui est partout? Ce n'était pas juste une affaire, c'était une utopie. Ce fut la mort de toute l'industrie du charbon, du pétrole et du cuivre. Ce fut la mort de tout le modèle économique du 20e siècle. La confession de Dorothy Skeet était simple. Les signaux qu'il entendait n'étaient pas une découverte. Ils étaient la preuve. Ils ont prouvé que son appareil fonctionnait, qu'il était si sensible qu'il pouvait entendre le faible murmure d'une étoile mourante à l'autre bout de la galaxie. Et le gouvernement et John Trump et le FBI, ils ont compris ça. Ils ont compris que si cette chose pouvait recevoir un signal de l'espace, elle pouvait transmettre de l'énergie sur toute la planète. C'est ce qu'ils cherchaient, c'est ce qu'ils ont trouvé. Et voici ce qu'ils ont enterré. Qu'est-ce qui est arrivé au papier? Après une bataille juridique de plusieurs années, menée par Sava Kosonovic, le neveu de Tesla, 80 coffres, ont été restitués à la Yougoslavie en 1952. Aujourd'hui, ils sont le cœur du musée Nikola Tesla à Belgrade. Mais s'agissait-il de tous les documents ou seulement des parties spéculatives et philosophiques que John Trump jugeait sûres? Où sont les plans originaux? Où sont les calculs de l'émetteur amplificateur? Les FBI a microfilmé tout avant d'envoyer. Où sont ces microfilms? Ils sont encore partiellement classés secrets sous le sceau de la sécurité nationale. La confession de Dora Tiscaret était-elle vraie? Vivons-nous vraiment dans un monde bâti sur le mensonge? Dans un monde qui aurait pu être complètement différent? Dans un monde sans fil, sans facture d'électricité, sans guerre pétrolière? Un monde qui a été enterré en 1943 dans la chambre 33 en 27, nous ne savons pas. Nous ne pouvons que regarder ces brevets et nos technologies et nous poser une seule question. Et s'il avait raison, un grand merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'au bout. Votre soutien, votre like et votre abonnement sont très importants pour nous.
Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester toujours au courant des dernières nouvelles et ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Manquer nos nouvelles vidéos. Manquer nos nouvelles vidéos. Manquer nos nouvelles vidéos.